Bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est parti pour un nouveau numéro. Avec plaisir, je vous retrouve, amis téléspectateurs. Où que vous soyez, vous nous suivez de partout, vous nous suivez dans le monde entier. Grâce à notre application TNF, vous nous suivez sur la TNT et vous nous suivez dans vos portables. Vous êtes aujourd'hui connectés à Géopolis Télévision et c'est une joie pour nous de vous servir. Vous servir ce soir, nous allons, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il se tient à Brazzaville, dans la ville la plus proche de Kinshasa, un grand sommet, le sommet des trois bassins, des chefs d'État, des cadres, des experts sont en train de discuter de comment toujours conserver cet environnement qui devient de plus en plus délétère. Mesdames et messieurs, merci. Merci donc de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons partir des deux ouvrages avant que vous n'ayez la possibilité de rencontrer ceux qui sont aujourd'hui mes invités. J'ai le plaisir d'avoir trois grands invités. Le premier ouvrage que vous lisez tous les jours, c'est la Bible, la Sainte Bible. Voilà, j'ai appris une Bible qui, à force d'être utilisée, elle commence à se détériorer. Et puis un deuxième ouvrage que j'ai sur ce plateau, c'est les droits pénals congolais de la conservation de la nature. Droit pénal, donc, vous voyez déjà la répression. Pourquoi j'ai choisi la Bible? Parce que, en lisant au chapitre 1 de la Genèse, vous avez un extrait que je vais vous lire. Cet extrait dit ceci, je crois que nous sommes chapitre 1, Genèse, verset 27. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Retenez bien le mot, l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Voilà, je peux m'arrêter déjà là. Vous pouvez déjà comprendre que l'ordre vient de Dieu. Les hommes ont compris qu'ils avaient un droit qui venait directement de Dieu, de dominer, d'assujettir et de multiplier. Un peu plus loin d'ailleurs, si je continue, on dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et des portants de la sémence, ce sera votre nourriture. À partir de cet instant, pour les cultures hébraïques, les cultures qui sont bibliques, et même dans d'autres livres sacrés, l'homme pense qu'il a le droit, aujourd'hui, sur les animaux, sur les végétaux et sur les minéraux, qui sont en réalité à son service. Le deuxième livre que je vous ai montré, c'est que, en réalité, on parle des protections pénales des espèces de la faune et des flores sauvages. Donc, malgré qu'on a le droit de tout assujettir, on peut nous arrêter, nous mettre en prison, nous faire payer quand nous usons de ce droit. Entre le droit divin et les droits réels, il y a donc un pas. Nous avons donc là deux conceptions de la vie qui doivent se marier. Cette émission va faire un effort pour pouvoir comprendre pourquoi il faut aujourd'hui un droit pénal congolais de la conservation de la nature. Nous en parlons parce que nous sommes sur ce plateau avec l'auteur de cet ouvrage, André Hilaire Kachikisha. Bonsoir, maître André Hilaire Kachikisha. Bonsoir, oui, Karina. Vous êtes un avocat, vous êtes dans ce qu'on appelle aujourd'hui une association, une ONG, organisation non gouvernementale. Vous êtes membre de Coldet, vous êtes ce qu'on appelle un avocat environnementaliste. Vous vous spécialisez donc dans la question environnementale et vous avez écrit ces livres. J'espère que ceux qui vont le lire et ceux qui le lisent sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Soyez donc heureux d'être là. Merci. Et vous allez nous dire pourquoi il faut qu'on nous attaque, qu'on nous arrête pour des choses que nous avons obtenues de Dieu lui-même, excite la Bible. Merci. Et alors, à côté de vous, vous avez un autre avocat qui est venu aujourd'hui nous rendre visite pour la première fois avec joie, Maître José Ilunga. Bonsoir. Bonsoir, M. Koyika. Voilà, vous êtes aussi un avocat, vous vous intéressez beaucoup aux questions de l'environnemental et vous êtes responsable d'une ONG qui s'appelle Horizon Vert. Le nom, le mot, tout ça, c'est clair. Ouais. Soyez donc assurés que nous allons essayer d'interagir pour comprendre un peu comment vivre ces nouveaux moments que nous avons dans notre monde. Les choses changent et elles changent souvent
sans qu'on le comprenne. J'aurais pu commencer par elle, parce qu'on dit First Lady. Mais je vous ai réservé de la présenter à la fin, parce que Maître Mati est en tout cas une habituée de chemin critique. Nous sommes donc à quelques 2, 3, 4 fois qu'elle passe ici. Alors, Maître Mati, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Willy Kalengai. Merci. Vous êtes aussi une avocate. Vous voyez, je suis donc en présence des hommes de loi, des avocats, qui ont accepté de suivre le droit et de défendre. Vous êtes aussi une avocate environnementaliste parce que vous avez étudié ces droits de l'environnement, mais vous êtes aussi une militante parce que vous êtes à la tête d'Alternative Coccinelle, qui est aussi une ONG de droit, en tout cas environnemental. Voilà, amis téléspectateurs, je suis allé très vite pour que j'installe le plateau de ce soir. Vous avez compris mon inquiétude. Alors, je voudrais peut-être que avant que l'on entre en profondeur, nous avons dit qu'effectivement, il y a à Brazzaville quelque chose qui s'est passé. Mais il y a quelques mois, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait le déplacement de Belém. C'est au Brésil où des chefs d'État se sont réunis. Ce qui se passe à Brazzaville n'est pas loin de ce qui s'est passé à Belém. Le temps que Brazzaville nous envoie ces images avant la fin de ce congrès, nous allons d'abord nous rafraîchir la mémoire pour pouvoir entrer dans la matière en rentrant au Brésil où le président congolais a participé au sommet de Belém. Suivons ce que nos confrères d'Afrique News avaient fait comme reportage. Les présidents du Congo et de la République démocratique du Congo, aux côtés de représentants d'Asie du Sud-Est, ont joint un sommet des pays de l'Amazonie au Brésil mercredi. La forêt du bassin du Congo, qui couvre 3 millions de kilomètres carrés, est partagée entre 6 pays, dont la RDC et le Congo, et le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. La réunion a pour but de tracer une voie commune pour la préservation de régions écologiquement diverses qui sont cruciales pour lutter contre le changement climatique. C'est la 4e fois en 45 ans que le groupe se réunit. Cela fait 14 ans que les présidents de nos pays ne se sont pas rencontrés. Le sommet de Belém intervient à un moment très différent des 3 précédentes rencontres en 1989, 1992 et 2009. Aujourd'hui, nier la crise climatique est une pure folie. Mais valoriser la forêt, ce n'est pas seulement maintenir les arbres debout. C'est aussi donner de la dignité aux quelques 50 millions de personnes qui vivent dans l'Amazonie sud-américaine. Tous les pays d'Amazonie ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. À l'approche de la COP28, les résultats concrets se font rares, selon plusieurs groupes de défense de l'environnement. Nous allons à la COP28 dans le but de dire aux pays riches que s'ils veulent préserver efficacement ce qu'il y a dans la forêt, il est nécessaire d'investir non seulement pour prendre soin du massif forestier, mais également pour prendre soin des gens qui y vivent, qui veulent travailler, qui veulent étudier, qui veulent manger, qui veulent se promener et qui veulent vivre décemment. C'est en prenant soin de ces personnes que nous prendrons soin de la forêt. L'Amazonie, surnommée poumon de la Terre, s'étend sur une superficie 2 fois plus grande que l'Inde et produit 20% de l'oxygène de la planète. Ce sommet renforce la stratégie du président brésilien Lula, visant à susciter un intérêt mondial pour la préservation du massif forestier. Voilà, nous revenons sur ce plateau et vous avez certainement compris l'intérêt mondial, l'intérêt planétaire de ce qui se passe autour de la conservation de l'environnement, de la nature. Maître Idé, commençons par vous, Kashikisha. Pourquoi un droit pénal congolais de la conservation de la nature? Pourquoi il faut absolument ce droit? Merci pour cette question prémonitoire qui démontre l'intérêt que vous apportez à cette question de conservation de la nature. Pourquoi ces droits pénals de la conservation? Vous l'aviez dit dans votre discours introductif de tout à l'heure. Vous avez dit, en lisant cette péricope biblique, que l'homme semble avoir aujourd'hui tous les droits sur la nature, y compris les droits de détruire. Nous
nous faisons partie de ceux qui pensent ou qui pensons que la nature ne doit pas être utilisée à des seules fins capitalistiques, mais elle doit l'être aussi à des fins conservatistes. Qui dit conservation dit l'existence des règles à observer. Nous avons constaté qu'à travers le monde aujourd'hui, même ici chez nous au Congo, l'approche de l'exploitation de la nature consiste à beaucoup plus considérer la nature comme un bien économique plutôt que comme un bien qui impose qu'au-delà de tout ce qui est économique, l'approche conservatiste puisse aussi primer tant dans l'action de l'homme que dans l'action de tous ceux qui recourent à la nature pour diverses raisons qui existent. Et donc, le droit pénal congolais de la conservation de la nature, c'est un rappel qu'il y a, comme endroit commun où il y a l'ordre public, il y a aussi un ordre public écologique dont il faudrait se mettre en tête qu'il existe, qu'il a ses règles, et ces règles doivent être rappelées à tous pour qu'on sache que ça existe effectivement, mais le contenu de ces règles est resté longtemps méconnu et il fallait les rendre accessibles à tous. C'est le but de cet ouvrage. Très bien, évidemment, ce soir, on ne va pas décortiquer tout l'ouvrage. On va seulement présenter. Vous reviendrez dans une émission précise où nous allons aller chapitre par chapitre. Ouais. Mais écoutez, qui va élaborer les règles? Sous quel modèle philosophique? Parce que l'homme doit vivre de ce que la nature lui donne. Alors, qui élabore les règles? Qui élabore les règles? Sur le plan philosophique, vous pensez que c'est qui? Sur le plan philosophique, les règles existent, elles sont d'abord divines. Mais Dieu dit que Oui. assujettissez. Oui, Dieu a dit qu'il Assujettissez, maîtrisez. Dieu a dit qu'il C'est faut pour vous. assujettir. Oui. Et dans l'instinct collectif, l'idée de l'exploitation de la nature qui a primé tout ce temps, c'est de considérer les ressources comme si elles sont inépuisables. Et pourtant, en partant de cette approche de l'exploitation à l'infini des ressources, qu'on estimerait elle-même aussi inépuisables, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous vivons les affres du changement climatique, qui n'est qu'un désordre qu'on a créé du fait de la surexploitation de la nature dans les équilibres écosystémiques. Merci. Maître José Lidunga, avant que vous ne preniez la parole, à horizon vert, vous admettez que, évidemment, l'homme a des limites par rapport à la nature et qu'il existe des règles, même si la Bible a dit un peu différemment? Bon, merci pour la parole. Et bien évidemment, la nécessité de pouvoir protéger les ressources découle du fait que les ressources étant limitées, l'homme ne peut pas se permettre de pouvoir utiliser ces ressources comme si elles étaient illimitées. D'où la nécessité pour l'homme de les utiliser de façon à ce qu'il puisse conserver également ces ressources pour les générations qui viennent. Donc, je ne voudrais pas répondre par rapport à la référence biblique que vous avez donnée. Je ne voudrais pas répondre par rapport à cette référence puisqu'elle peut susciter de longs débats. Puisque quand on dit assujettissez, je crois que assujettir n'est pas contradictoire avec la nécessité de protéger pour faire en sorte que cette ressource puisse bénéficier également aux générations futures. Donc, à horizon vert, nous avons souscrit totalement à cette logique pour dire que l'homme, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités sur son modèle économique.
il doit prendre ses responsabilités sur l'exploitation des ressources qu'il utilise. Et que s'il veut qu'il puisse avoir une terre, un monde qui serait encore vivable pour léguer aux générations futures, il y a cette nécessité de souscrire à ces droits pénals environnementaux, puisque vous savez, nous sommes juristes, sans sanction, c'est difficile qu'un droit puisse exister. C'est ça la différence entre le droit et la morale d'ailleurs. Maître Mathia, je vous sentais, quand j'ai titillé un tout petit peu votre fibre chrétienne, en parlant un peu de la Bible, je vous sentais un tout petit peu révolté, mais je reviens, la question est là. Bon, je ne suis pas révoltée. Je pense que lorsqu'on lit sa Bible, chacun en fait l'interprétation qu'il veut. Mais lorsqu'on veut avoir une bonne compréhension, je ne vais pas vraiment aller dans la religion, mais il y a deux principes qu'il faut considérer, l'herméneutique, l'exégèse, dans quel contexte ça a été écrit, il faut voir la traduction originelle pour arriver à comprendre. Rien que, je n'ai pas ma Bible avec moi, mais rien qu'en se basant sur ce que vous avez mentionné, vers la fin, vous avez dit que le Seigneur leur a demandé de manger de tous les fruits qui étaient dans le jardin, les herbes. Il n'a pas parlé des animaux. C'est déjà quelque chose. Mais aussi, comme l'a dit mon estimé confrère, cette compréhension d'assujettir ne nous demande pas, ne nous enjoint pas, en fait, d'opprimer. Si on regarde aujourd'hui comment évolue le droit de l'environnement, surtout au niveau international et même au niveau local, on se rend compte de plus en plus, on remet aux communautés locales, aux peuples autochtones, on leur reconnaît le droit, et ils l'ont exercé depuis très longtemps, de prendre soin de leur environnement. Pourquoi? Parce que déjà dans les philosophies de plusieurs peuples, il n'y avait pas le consumérisme, donc on avait la capacité de gérer les ressources qui étaient présentes pour subvenir aux besoins immédiats de la communauté qui était là. C'est avec l'industrialisation, le besoin de développement économique et le consumérisme qu'on a abouti à tous les dérèglements qui nous conduisent aujourd'hui vers les changements climatiques. Vous êtes africain, vous êtes contemporain de la situation actuelle. Essayons un peu d'aller plus loin dans notre façon de voir les choses. Le monde a connu plusieurs révolutions, notamment la révolution industrielle. C'est elle qui a mis en place des modes d'exploitation qui ont quand même entamé l'équilibre écologique dans le monde. Aujourd'hui, les pays riches sont construits sur l'exploitation de la nature avec comme conséquence une pollution exagérée. Ils sont riches, ils ont pollué, ils sont forts, et maintenant que le monde est perturbé, ils crient à la conservation. Et vous, ici en Afrique, avocat, société civile, vous reprenez en solo et en duo ces mots d'ordre venus des pollueurs et vous empêchez vos propres populations de se développer. Voilà une des thèses négationnistes de votre combat. Vous êtes donc aujourd'hui les freins à l'exploitation de nos ressources, qu'on touche à ceci, non conservation, qu'on fasse le pétrole, non vous ne pouvez pas, et qu'on aille dans le fleuve, non il faut. Et puis j'ai même vu dans l'ouvrage qui est en chantier ici devant moi, un grand chapitre sur le regard de la loi sur portant réglementation de la chasse. J'ai vu que des choses, les permis sportifs des petites chasses, les permis sportifs des grandes chasses, les petits permis de tourisme, il y a tellement de choses qui sont ici. En réalité, l'intellectuel congolais, surtout les juristes congolais, n'est-il pas en train de jouer une partition déjà écrite? Est-ce que le fait d'accepter cette philosophie de la conservation ne freine pas le développement de l'Afrique? Je vous laisse prendre la parole calmement. On va commencer par vous. Oui, je pense que dans la culture bantoue,
et dans beaucoup de populations de chez nous, l'idée de consommer au-delà de sa capacité n'existe pas. On peut tuer, on peut chasser, mais on va conserver pour que toute la famille, toute la communauté, tout le village puisse bénéficier. On va boucaner la viande, on va trouver des méthodes de conservation. Ce n'était pas dans... Il existait, et il existe jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de cultures africaines, des animaux totems, c'est-à-dire c'était des animaux qu'on ne pouvait pas toucher, ou bien il y a des animaux qu'on ne pouvait pas manger, ou qu'on pouvait manger seulement pour certains rites. C'était aussi des méthodes de conservation. Donc je pense que dire qu'on est en train d'importer une culture ou d'avaler des agendas, je trouve que c'est aller trop loin. Le propre de cette politique de conservation, c'est de faire en sorte que dans l'optique du développement durable, et aujourd'hui on parle de développement durable, mais c'est des méthodes de conservation qui dans la plupart des peuples autochtones, des populations locales ont toujours existé. Il n'y a que ce besoin d'industrialisation poussée à l'outrance et cette compétition, même pas compétitivité, mais cette compétition internationale pour une première place qu'on ne sait pas toujours où on va et pourquoi l'obtenir. C'est cette compétition qui fait qu'il y ait des abus. Est-ce que l'Afrique ou le Congo ne va pas bénéficier de la conservation? Bien sûr que si. D'abord, nous avons rien qu'à l'œil nu plusieurs ressources naturelles, un potentiel énorme que nous n'avons pas encore répertorié. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de tourisme. Écotourisme. Oui, d'écotourisme, tourisme écologique. C'est une manne financière importante dans beaucoup d'autres économies qui pourraient nous profiter. Est-ce que nous pouvons fournir cet effort-là? Il n'y a pas besoin d'utiliser, de se diriger vers un développement uniquement à la méthode des pays occidentaux. C'est toujours des choses qu'il faut balancer, contextualiser, mais il ne faut pas rejeter parce que c'est quelque chose qui semble venir d'ailleurs. Merci. Maître José, la même question? Oui, je pense plutôt que ce n'est pas qu'on est en train de reprendre à notre compte les thèses développées par l'extérieur, mais tout simplement, nous sommes réalistes. C'est une évidence. Et j'ai aimé le petit élément que vous avez fait passer de la conférence de Belém, où le président Lula, il dit bien qu'on ne peut pas nier les réchauffements climatiques. Alors, si on ne peut pas nier ce phénomène qui est réel, c'est un fait qui s'impose à nous. Et vous-même, vous avez dit que vous avez situé la révolution industrielle en disant que c'est à partir de là que le réchauffement climatique s'est accéléré. Pourquoi? Puisque l'homme ayant découvert l'énergie fossile, la carburation de l'énergie fossile a eu pour conséquence d'accroître le stock de gaz à effet de serre, et ce qui accroît le réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est quoi? C'est que nous, peuple du Sud, nous qui sommes à la recherche du développement, nous devons essayer de pouvoir réinventer un autre modèle économique qui va être plus soucieux, non seulement des intérêts économiques, non seulement de la poursuite de la satisfaction de la rentabilité économique, mais également tenir compte de l'environnement, tenir compte de l'impact social. Et c'est dans cette logique qu'il y a ce que nous appelons, ce qu'on appelle la transition énergétique, puisqu'il faut permettre à ce qu'il y ait une nouvelle énergie qui va alimenter cette économie, cette nouvelle économie. Merci. Et peut-être pour terminer par là, pour revenir encore au président Lula, il a dit que protéger la planète, ce n'est pas seulement conserver les arbres.
mais c'est permettre aux populations locales qui sont là de pouvoir étudier, de pouvoir manger, de pouvoir avoir des conditions de vie décentes, c'est-à-dire le développement, le changement de leur vie quotidienne. Donc ce n'est pas incompatible. Je vais conclure en disant cela, que la nécessité de conserver, pas seulement conserver, donc on ne conserve pas uniquement, mais on conserve en imaginant des modèles de développement qui concilient cette conservation avec les besoins de développement de nos populations. Maître Kachika? Je crois que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs, mais ce que moi je pense, c'est que nous ne sommes pas là pour copier servilement le modèle de développement ou des slogans qui proviennent de ceux qui ont pollué l'environnement mondial et qui nous disent que vous ne devrez pas exploiter vos ressources forestières, par exemple, conservez-les, parce qu'elles doivent réguler le climat mondial sans qu'il n'y ait une compensation. Nous sommes pour l'exploitation de nos ressources, mais nous sommes aussi pour l'équité intergénérationnelle qui oblige que ceux qui sont là aujourd'hui bénéficiaires de l'environnement à l'état où ils se trouvent, l'exploitent, mais aussi les conservent pour les biens des générations futures. L'exploitation pétrolière, forestière ou tout autre, c'est fait ici chez nous en Afrique. Tous les pays qui nous agressent ou qui sont voisins ici exploitent les ressources. Et on ne voit pas les gens aller leur dire n'exploitez pas, conserver. Quand il s'agit de nous, on nous dit qu'il ne faut pas exploiter, il faut conserver. Nous, nous disons non. Nous sommes pour l'exploitation, mais une exploitation qui se conforme aux exigences de nos lois écologiques et environnementales et qui impose des limites qui ne doivent pas être franchies par les exploitants et qui impose que tout exploitant qui veut exploiter se soumette aux exigences de ces lois-là pour que l'exploitation qui doit être faite soit durable. Évidemment, vous avez répondu, mais je ne suis pas encore satisfait. Je vais essayer de corser un tout petit peu mon interrogation. Alors, soyez libre de dire ce que vous pensez. Vous en avez le droit et vous en avez le pouvoir. Je reprends encore un tout petit peu, vous allez me corriger si je me trompe. Il a fallu, aujourd'hui nous avons des pays développés, des pays qui sont dans les G7, dans les G20. Aujourd'hui nous sommes dans les pays européens, nous avons l'Occident, on peut dire l'Occident. Pour que l'Occident puisse augmenter sa productivité dans les domaines agricoles, l'Occident a légalisé la traite négrière. On a pris beaucoup de Noirs d'ici en Afrique qui sont partis. Quand les champs des cotons, des maïs, etc. étaient maintenant bien régulés, bon, on s'est souvenu que c'était des êtres humains, on s'est donc payé une morale, on a arrêté cela. Mais parce qu'il fallait aussi faire le travail, la révolution industrielle était venue, il fallait les forces ouvrières, il fallait que l'industrie européenne soit alimentée par des sources d'approvisionnement dans les zones comme les nôtres. On a accepté la colonisation, ça fait près de 100 ans. Alors, l'Europe s'est développée sur base de cette exploitation sans limite des ressources. Sans limite, allant jusque même à des crimes, à des génocides. Et ça, nous le savons. Aujourd'hui, l'Europe, l'Occident est relativement développé avec des infrastructures importantes, mais aussi la facture, c'est ce que je peux appeler aujourd'hui cette pollution. Je ne veux pas refuser les exigences de l'écologie. Maintenant, je vous pose à vous la question. L'Afrique, le Congo, pouvons-nous réellement nous développer dans le modèle actuel de la conservation? Ce modèle peut-il être un modèle innovant? Peut-on avoir de la croissance, des infrastructures, des moyens? Peut-on produire des moyens en tournant autour de nos ressources pour les conserver? Les ressources doivent être transformées, exploitées. Je n'ai pas, moi, une réponse, mais je vous demande,
Si l'écologie, l'environnement, tel que c'est fait en Afrique, nous n'allons pas rester pendant 100 ans en train de tourner autour des notions comme population autochtone. Nous serons autochtones de nos richesses. Je vous en prie. Maître José, on commence par vous, et puis on va terminer par lui. Je vous en prie. Non, je ne pense pas. Pouvons-nous nous développer un jour? Bien sûr que nous dans les modèles actuels de la conservation, je crois que... comment nous allons faire? Parce qu'on ne voit plus, on n'exploite plus les fossiles, n'ont pas exploité. Les forêts ne touchent pas. Les minéraux même, les minéraux même, on parle d'impact environnemental, tout ça, mais en réalité, ne touchez pas. Non, on le fait. Je vais prendre les minéraux par exemple. Les minéraux, l'exploitation est soumise à une étude d'impact environnemental et social. C'est-à-dire que, je crois, vous posez là un problème qui est légitime. C'est un problème légitime. Vous êtes allé très loin et vous avez parlé de l'esclavage. Ça peut aussi être un autre combat légitime, de débattre de la nécessité d'une sorte de réparation. Je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Ne peut réparer que celui qui est en position de faiblesse. Bien Quand sûr. est-ce que nous serons en position de force pour exiger ça? Non, je venais de... Je vous en prie, j'ai fermé la parenthèse. Oui, mais en venant, je venais de lire qu'au Canada, oui. Le gouvernement a accepté d'allouer 23 milliards de réparations pour les peuples autochtones qu'on a dépouillés voilà. de tout ça, qu'on a chassé au Saskatchewan là-bas. Je dis que c'est un combat qui peut commencer et qui peut croître et aboutir peut-être à pouvoir porter des fruits. Donc, les développements, comme nous l'avons dit, l'énergie est la clé du développement. L'énergie, c'est l'énergie fossile. Pas que fossile. Non. Celle qui a fait développer l'Occident, c'est celle-là. Nous avons un potentiel extraordinaire, par exemple, d'énergie hydroélectrique. Nous avons un potentiel considérable de l'énergie photovoltaïque. Ça ne va pas conduire les voitures, ça. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est une question de pouvoir poser cette question, puisque la question environnementale, elle n'est pas qu'à l'échelle nationale. C'est une question qui doit être prise à bras le corps par nos responsables politiques pour pouvoir obtenir, puisque nous n'avons qu'une seule terre, nous n'avons qu'une seule planète. Nous avons qu'un seul Congo d'abord. D'abord le Congo. Et nous n'avons qu'un seul, une seule atmosphère. Les émissions qui sont faites d'un point de l'atmosphère, ce sont des émissions qui s'équilibrent et qui se compensent de cette façon. Donc, si nous voulons penser avoir un modèle de développement qui tienne compte de la protection de l'environnement, il nous faut aussi obtenir des nations que vous désignez là, qui ont permis qu'il y ait ce réchauffement climatique. Il faut une compensation juste. Vous avez suivi le président Lula, il a dit il n'y a pas de résultats. Nous sommes allés à COP 27, on attend COP 28. Aucun des pays pollueurs n'a posé un acte majeur dans le sens non seulement de la réduction des effets de serre, même pas ça, mais ensuite, il n'y a même pas eu un seul pays qui a eu une compensation, vous allez en parler tout à l'heure, qui a eu une compensation dans le domaine de la conservation. Personne. Les procédures sont aussi longues que le calendrier pour obtenir une compensation. Mais je reviens d'abord à Mme Mati. Par rapport à la même question, quel modèle, je vous la rappelle un peu, quel modèle économique peut développer cette Afrique dans une pression de conservation où les ressources doivent être protégées pour pouvoir alimenter la cause mondiale, alors que nous, pour faire de la croissance, il faut exploiter, comme les autres l'ont fait avant nous? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes que vous posez, plusieurs paramètres pour arriver à une solution, mais qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y en a plusieurs.
c'est d'abord aux économies nationales de définir leurs priorités et leur modèle de développement. Ça, c'est une chose. Vous êtes dans ce pays, vous les voyez faire ça déjà un peu? Bon, j'ai l'impression que dans ce pays, on ne considère pas le secteur environnemental comme un levier de développement. Déjà, ça c'est une chose. Donc, mais pour continuer sur ce que je disais, c'est que il faut que les économies, le pouvoir politique décide comment il veut orienter son économie. Et dans ça, il y a des études qui doivent être faites, des recherches qui doivent être menées, il y a un consensus à obtenir, il y a des lois qui doivent être respecter, pas seulement légiférer, mais également faire respecter ces lois pour définir le contexte, le sens même qu'on donne à la conservation. La conservation, ce n'est pas, dans mon entendement, ça ne veut pas dire zéro exploitation. La conservation, c'est bien gérer en droit, on dit en bon père de famille, les ressources que nous avons pour justement aller dans cette optique intergénérationnelle et celle de développement durable où aujourd'hui les ressources que nous utilisons, nous devons les gérer de manière à ce que ceux qui viendront demain puissent retrouver ces mêmes ressources-là. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire, mais il faut travailler à trouver comment. Et c'est là qu'on a besoin de toutes les intelligences du pays, qu'on a besoin de consultants dans le domaine pour essayer de trouver la meilleure solution pour le Congo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme l'a dit mon prédécesseur, ce n'est pas une question nationale seulement. Il y a d'autres acteurs qui interviennent. Parmi ces acteurs, on a les autres États. Donc, l'Afrique doit se constituer en bloc. C'est une façon de faire. Il y a également ces grands pays, et là aujourd'hui ils l'ont fait tout au long de l'année. Il y a eu d'autres initiatives par le passé également. Les 3 grandes forêts tropicales humides du monde se mettent ensemble et essayent de voir comment activer les leviers qui permettraient d'aboutir à un certain niveau de compensation. Parce que la vérité, c'est que les pays pollueurs ont mis en place des mécanismes qui devraient leur permettre de continuer à polluer et les autres, à exécuter ce que eux souhaitent. Maintenant, il faudrait décider comment ensemble on peut faire agir certains leviers pour essayer de renverser la vapeur. Merci. Dans une question, rapidement, parce qu'il y a des spectateurs qui nous suivent, qui vous posent des questions. Donc, oui. Moi, je pense que si vous observez la prolixité législative à l'échelle internationale, vous vous rendrez compte que à cette échelle-là, on a déjà compris que l'environnement exige des solutions globales parce que le changement climatique pose des problèmes à l'échelle globale aussi ou mondiale. Est-ce que ici chez nous, on nous interdit de développer notre économie par les conventions ou les traités internationaux ratifiés? Non. Les principes qui sont consacrés dans la plupart de ces traités internationaux, c'est le développement durable, le processus participatif, et ainsi de suite, qui sont en réalité de principes qui se résument, selon moi, en une seule chose. Donc, concilier l'exploitation, le développement et la conservation. Ne confondons pas peut-être les choses, parce que le plus grand problème qu'il y a chez nous, c'est un problème de faible gouvernance. Nous avons des lois écologiques nombreuses, qui sont analysées dans cet ouvrage, dans leur volet pénal seulement. Mais la plupart de principes protecteurs de l'environnement qui sont donc je peux dire
internés dans notre système juridique découlent des traités internationaux ratifiés. Et nos lois servent à la limite de mécanismes de leur internalisation pour les rendre opposables dans notre système juridique. Mais ça ne nous demande pas de ne pas opter pour nos modèles de développement qui tiennent compte de nos réalités socio-culturelles ou sociopolitiques. Quelle loi internationale nous interdit d'exploiter nos ressources dès lors que le principe, c'est la souveraineté sur nos ressources? La Convention sur la diversité biologique impose ce principe de la souveraineté sur les ressources, qui signifie que les États créent leur propre législation pour préciser les modalités d'accès à leurs ressources, tant pour eux-mêmes que pour les autres États qui veulent accéder à ces ressources. Et c'est un principe qui est là consacré. Mais chez nous, le plus grand problème, c'est l'existence des lois et l'incapacité de s'y soumettre. Et c'est un problème de faible gouvernance qui n'a rien à voir avec une imposition qui proviendrait de l'extérieur et qui nous imposerait. Quel est donc cet État étranger qui nous a dit n'exploitez pas votre pétrole, gardez-le? Non, maître, je vais vous donner quelques exemples. Écoutez, il y a eu l'exploitation dans le parc Virunga, il y a eu un tollé général dans le monde. On a même refusé ça, au c'est Congo. Une illégalité parce que notre loi sur la conservation de la nature est claire. On ne peut pas octroyer un titre d'exploitation de ressources dans une aire protégée non régulièrement désaffectée. La loi sur la conservation de la nature de 2014 érige cela en infraction, sanctionne non seulement le fait d'avoir octroyé un titre d'exploitation dans une aire protégée non désaffectée, mais aussi sanctionne même tout fonctionnaire de l'État qui, puis de ou véreux, qui se serait arrangé pour octroyer un pareil titre. Beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de minutes, mais je vous pose quand même à vous qui avez défendu bec et ongle cette position. Oui. Une question qui vient d'un téléspectateur qui dit: le continent africain est un grand réservoir de matières premières. Si avec le gaz, le pétrole, le cuivre, le cobalt, l'Afrique n'a pas pu se développer, pensez-vous qu'avec le carbone, il va se développer? En réalité, la question est délai de M. Boanali. En réalité, la question est celle-ci. On a dit que le marché carbone pourrait remplacer, nous pourrions nous développer en conservant, parce que les ressources que nous pouvons tirer de la conservation seraient même supérieures aux ressources que nous pouvons tirer de l'exploitation. Ça a été fait par des schémas économiques, etc., des modèles économiques. Alors, c'est ce qui est dit. C'est comme ça qu'on dit, si nous n'avons pas pu se développer, est-ce que le carbone peut développer? La question, en fait, c'est le marché carbone, comment fonctionne-t-il? Existe-t-il dans notre pays? Oui, je peux vous dire que récemment, la loi sur l'environnement de 2011 a été révisée par une ordonnance loi qui a été prise pendant que le Parlement était en vacances pour effectivement intégrer des dispositions qui régulent le marché de carbone dans notre système juridique. Il était question de mettre en place l'autorité de régulation du marché de carbone et de structurer juridiquement ce marché qui est si atypique et avec beaucoup d'exigences à l'échelle internationale. Mais moi, je ne voudrais pas patauger dans un quelconque pessimisme. Est-ce qu'il faut dire que si nous ne sommes pas développés avec les cobalt et bien d'autres matières premières, on est interdit de tester d'autres types d'économies pour voir si elles peuvent ou non nous développer? Je pense qu'il faut toujours avoir beaucoup plus d'ambition aussi. Les ressources minières et autres ne sont pas renouvelables. C'est des ressources qui sont épuisables, qui pourraient s'éteindre d'une manière ou d'une autre du fait de la pression anthropique qui s'y exerce avec autant de titres d'exploitation qui sont octroyés aux différentes firmes qui exploitent. Ne serait-il pas mieux d'anticiper et de dire d'ici 50 ans, 100 ans peut-être, ces minerais n'existeraient plus? Est-ce qu'on ne peut pas penser aux économies de substitution?
Nous y sommes, les maître. crédits Nous y carbone, sommes. effectivement, Pourquoi s'inscrivent dans la question est claire. Existe-t-il dans notre pays un marché carbone? Oui, parce que je vous informe. Il fonctionne comment? Je vous informe que Moi, aujourd'hui, j'ai un champ une petite forêt là. ce marché n'était pas encore suffisamment structuré. Parce que notre cabinet d'avocats est l'un des cabinets spécialisés sur ces questions de marché de carbone. Nous avions mené des réflexions depuis 2011 sur ce qui s'est fait aujourd'hui. Et nous avions déjà pensé qu'il manquait un dispositif juridique idoine qui devrait organiser ces marchés, qui est très très technique et avec beaucoup d'exigences au niveau international. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'on a modifié la loi sur l'environnement de 2011, on a intégré la création de l'autorité de régulation de ce marché du carbone qui va être mise en place par un décret. Et c'est ce décret qui va détailler les modalités de fonctionnement de cette autorité de régulation, mais aussi des modalités pratiques de vente de crédit carbone. Il y a eu, il y a 48 heures, un atelier qui s'est tenu à l'hôtel Rotana avec les partenaires internationaux intéressés par le crédit carbone en RDC qui sont venus pour s'enquérir des modalités pratiques de structuration de ce marché pour savoir comment est-ce que l'accès à ce marché devrait désormais se faire. Donc c'est un marché où de mécanismes de vente de crédits carbone qui sont encore en construction. Mais avant ça, il y a eu déjà certaines structures internationales qui ont acheté des crédits carbone ici chez nous par les modalités qui étaient pas trop structurées, mais parce qu'il y avait demande, il fallait que la vente se fasse. Le ministère de l'Environnement s'est arrangé pour vendre par des contrats, je pense, de gré à gré, pour un marché qui n'avait pas encore de structure juridique très fiable. Mais aujourd'hui, avec cette modification de cette loi, je crois que les jours à venir, tous ceux qui auront besoin d'accéder au crédit carbone en RDC et d'acheter seront soumis au dispositif juridique qui est en construction du fait de la modification de la loi. C'est vrai, les avocats parlent de manière compliquée, hein, de manière assez ésotérique. Il faudra un peu rabaisser progressivement la communication pour être un peu, je ne dis pas terre à terre, mais comme c'est un marché. Zando, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Comme il faut que les gens y accèdent, qu'ils achètent, qu'ils puissent gagner de l'argent, eh bien, il faut être un peu plus pratique. Je voudrais, peut-être que Maître Mati ou vous qui êtes en contact avec la base, comment fonctionnerait ces marchés? Si vous en savez quelque chose, il fonctionne ailleurs comment? Qui paye quoi? Je vous en prie, et puis vous allez revenir. Je veux compléter, Maître. Oui. Le marché existe, le marché carbone. Il existe bel et bien. On vend quoi? Par qui? Pour quelle finalité? Et ce qu'on appelle carbone, oui, c'est ce qu'on appelle les unités de réduction des émissions. Effectivement. C'est ce qu'on appelle carbone. C'est pas du bien matériel. Ouais. Et c'est ça la difficulté, puisque ce n'est pas matériel, c'est immatériel. Modalité d'évaluation. C'est-à-dire qu'à partir du traité de Kyoto, il y a eu un certain quota qui a été alloué aux pays qui sont développés. Donc, pour revenir un peu à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux régimes. Il y a les régimes des pays qui sont développés et qui ont un quota qu'ils doivent respecter. un quota d'émissions. D'émissions. Ils ne doivent pas dépasser d'émissions. Voilà, Okay. qu'ils ne doivent pas dépasser ces émissions-là. Ou s'ils les dépassent, ils les compensent Et c'est ça. En payant. en payant Ceux qui les crédits absorbent. carbone Et c'est- dans les pays qui absorbent. Et c'est là qu'intervient le marché carbone. Donc nous pouvons continuer à polluer. Comme un mécanisme. Vous ne faites rien, nous vous payons. Hein? Soyons précis. Comme un je disais mécanisme. tout à Soyons l'heure. précis. Nous continuons à nous développer. Nous utilisons toujours les mêmes énergies. Si nous dépassons les niveaux, vous gardez vos forêts, ils vont absorber les surplus. Nous vous payons. Il y a un débat là-dessus. Et il y a des gens qui appellent ça du greenwashing. Pour dire que non, il y a des gens qui, au lieu de changer, d'imaginer de nouveaux modèles
de développement et de production se contente de financer des projets, puisque c'est ça le principe du marché carbone. Ça rentre dans ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre. C'est un mécanisme qui permet à un pays qui a une société ou un producteur qui est dans des pays qui sont soumis au quota et qui ne peut pas produire sans dépasser son quota, de développer des projets dans des pays du Sud. Et ces projets-là, lorsque ces projets permettent effectivement d'absorber une réduction des émissions, et ça crée le principe qu'on appelle le principe de l'additionnalité, alors ces crédits-là, une unité, c'est-à-dire une tonne, ça se compte en tonnes. Une unité de réduction, c'est une tonne de carbone. Ça est comptabilisé donc au crédit et au bénéfice de la société qui émettrice là-bas. Mais non, c'est comme a dit les confrères, c'est vraiment trop technique. Je crois que peut-être vous pourrez nous donner l'occasion. Nous y reviendrons, mais ici nous sommes en train de nous demander de la finalité, de la fiabilité, de la légitimité d'un tel modèle pour l'économie. Maître Mati, vous avez une forêt quelque part, vous avez déjà été inscrite dans le domaine de capturer? Non, pas encore, mais moi... C'est faisable. Oui, c'est faisable, mais ce que je voudrais relever, c'est que un autre problème, un autre défi actuellement, c'est la valeur qu'on accorde à ce crédit carbone. Le carbone qu'on peut acheter en Australie ne vaut pas le même prix que le carbone qu'on va acheter en République démocratique du Congo. Il ne vaudra pas le même prix que celui qu'on va acheter à Budapest, en Hongrie, ou ailleurs, ou celui des États-Unis ou d'Amazonie. Et ça, même dans ce domaine-là, il y a de la discrimination. Je ne sais pas si on va appeler ça de la discrimination, mais les prix varient. Alors, les facteurs qui entrent en ligne de compte, on va vous expliquer que, par exemple, si votre forêt est trop vieille, les arbres qui sont là n'absorbent pas autant de carbone que là où il y a des forêts un peu plus récentes. Et d'ailleurs, quand la forêt est beaucoup trop vieille, on vous explique quand votre bois, votre forêt, en fait, émet plus de dioxyde de carbone qu'elle en absorbe. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en ligne de compte. Et lorsque on doit développer un modèle économique autour du carbone, il faudrait aussi négocier ces prix, la valeur du carbone sur le marché et ainsi de suite. Et ça, c'est important lorsqu'on va mettre en place cette autorité de régulation pour permettre que ce soit un levier de développement au niveau national. Il nous reste très peu de minutes. Vous avez vu que le dossier est extrêmement important. Je pense que nous allons y revenir. Mais je vous pose une petite question. Vous y répondez très rapidement, parce que puis on va conclure l'émission. Notre pays est la deuxième forêt du monde. Donc on dit que nous sommes là. Après l'Amazonie. Mais même on parle même qu'en termes d'absorption de carbone, nous sommes le premier. C'est ce que j'ai lu. Normalement, le Congo devait être parmi les premiers pays dont le crédit carbone est rentabilisé, les plus importants. Parce que nous, on ne peut même pas douter, nous absorbons. Parce que nous régulons effectivement l'effet carbone. Mais le pays, le Congo, je ne sais pas si le Congo a déjà eu même $1 de crédit carbone qu'on a déjà payé à quelqu'un ici dans ce pays. Depuis toutes ces années dont on en parle, personne. Non, on a Il y a des gens qui sont... Oui, exactement. Mais le pays lui-même qui possède des forêts, l'État lui-même qui possède des forêts, n'a jamais rien eu. Non, si vous allez au niveau du ministère de l'Environnement aujourd'hui, on peut vous donner des statistiques de tonnes de crédits carbone vendus et de ce que cela a valu. Si on s'est empressé aujourd'hui à vouloir modifier la loi sur l'environnement pour y insérer des dispositifs qui doivent permettre de réguler ce marché,
c'est parce qu'on a vu qu'il y a une grande demande au niveau international. Et au niveau national, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devrions faire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est d'abord avoir un cadre juridique. Ensuite, une autorité mise en place. Qui n'a pas encore été mise en place. Non, on a révisé la loi il n'y a pas longtemps. On a prévu un décret qui doit mettre en place cette autorité de régulation. Et je pense que ce décret est en train d'être pris pour structurer non seulement les modalités de fonctionnement de cette autorité, mais aussi... Très bien, donc nous n'avons pas encore tout perdu, c'est possible. C'est possible. Ok, Maître José, Horizon Vert, vous faites quoi demain par rapport au travail que vous faites tous les jours? Rapidement. Aujourd'hui, on était à une exposition au musée à Lingala. Donc, Clean Expo, c'est une activité qui était organisée par une autre organisation. Mais nous regardons vers le mois de décembre. Nous allons organiser une activité autour de l'arbre. Ça sera à la journée nationale de l'arbre. Nous comptons avoir une activité sur le site de l'université de Kinshasa, une conférence avec une activité de terrain. Et donc, c'est une activité que nous préparons ardemment. Maître Mati, vos activités environnementalistes? On est en train de travailler sur la journée scientifique du droit de l'environnement. On pense au début de l'année prochaine. Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'arriver à la fin. Coldette va parler, mais je voudrais peut-être lire un extrait de votre ouvrage, parce que ça, c'est important. Dans la conclusion, Maître André, vous dites ceci. Cet ouvrage a pris en compte, vous dites, par cette approche, notre souci a été de démontrer l'existence réelle d'un ordre public écologique, longtemps et toujours négligé par une pratique judiciaire laxiste décriée, et qui plus est, a depuis de longs instants cautionné la sinistre banalisation des crimes écologiques en les couvrant d'une impunité assumée que rien ne peut fonder en raison. Nous mettons par cette œuvre à la disposition du public en général, des magistrats et des juges en particulier, un écrit monographique analysant de manière tout à fait complète les infractions à la conservation de la nature, leurs éléments constitutifs, les régimes répressifs, ainsi que la procédure de leur constatation. Alors, Coldette, votre prochain rendez-vous? Coldette a mené ces 3 dernières années un plaidoyer judiciaire très très important qui a permis de faire condamner des braconniers qui sont là à Makala et qui ont été condamnés à 5 ans de prison pour avoir exploité de manière illégale des tonnes d'ivoire et des écailles et des pangolins qui ont été saisis à Singapour, par exemple. Vous voyez, quand vous avez autant de tonnes d'ivoire, vous avez abattu combien d'éléphants pour les avoir? Les pangolins, c'est des petites bêtes. Lorsque vous avez 3000 tonnes d'écailles et de pangolins, vous en avez abattu combien? Au niveau de notre pays, nous sommes membres de la convention CITES, la Convention internationale sur les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Lorsque vous ne protégez pas les espèces qui sont sur la liste des annexes de cette convention-là, vous faites de votre pays un pays propice à la criminalité faunique. Et pour Coldette, nous ne nous sommes pas encore basés sur des plaidoyers de dénonciation au niveau des médias, mais nous nous sommes dit nous passons au plan pratique, c'est-à-dire les poursuites judiciaires engagées contre ceux qui ont été appréhendés avec ces espèces. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui de constater qu'il y a une prise de conscience au niveau de la magistrature, parce que nous avons commencé ce procès, je vous dis, et ce livre d'ailleurs a été en grande partie dicté par ces constats-là de terrain. Vous avez 2 magistrats qui sont appelés à appliquer toutes les lois écologiques pour la protection de la nature, mais eux-mêmes ne connaissent pas ces lois-là. Quand vous allez avec ce type de procès devant les juges, on nous demande, mais si on a abattu les éléphants, est-ce que ce sont vos éléphants? Quel est donc le dommage personnel, né et direct, que vous avez subi du fait de l'abattage de ces espèces pour que vous veniez agir
devant les juges, est-ce que vous avez intérêt et qualité pour agir? Mais ces notions d'intérêt et de qualité pour agir ont connu aujourd'hui des aménagements doctrinaux et jurisprudentiels qui ne les limitent pas à leur appréhension du droit commun, qui limitait toute action en justice à la personne ayant directement subi un dommage. Mais dans les procès écologiques, les notions d'intérêt et de qualité permettent l'élargissement des sujets à appeler à agir pour plusieurs raisons. La première, c'est la protection du droit à l'environnement sain, qui est à la fois un droit subjectif et un droit collectif, qui peut permettre, en cas de sa violation, que j'agisse individuellement ou de manière collective pour sa protection devant les juges. L'équité intergénérationnelle, qui fait que nous, générations actuelles, nous soyons redevables aux générations futures, peut fonder certaines actions en justice maintenant en protection de l'environnement pour les biens des générations futures. Troisièmement, il y a toutes ces raisons qui justifient ce qu'on appelle l'actio popularis, les actions populaires en protection de l'environnement qui peuvent être initiées par des personnes individuellement prises ou par les collectivités ou par les organisations écologistes. Mais c'est des choses qui ne sont pas encore maîtrisées dans la pratique judiciaire parce que les juges ont leur appréhension des notions d'intérêt et de qualité seulement dans leur acception du droit commun qui limite le droit d'agir. C'est ainsi que je suis bénéficiaire d'une bourse d'études de l'Université de Limoges en France. Je suis en train d'écrire mon mémoire de DA sur la problématique de l'intérêt et de la qualité pour et où agir dans les procès écologiques. Est-ce que c'est un frein à la mobilisation du droit pour la cause écologique? Et j'ai pris les cas de la pratique judiciaire congolaise. Je crois qu'avec ça, ça pourra quand même aider à comprendre toutes ces évolutions doctrinales et jurisprudentielles pour que ces notions ne constituent pas des limites aux actions individuelles et collectives en protection de l'environnement. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Ça a été éprouvant parce que la matière elle est trop technique, trop difficile, mais ça a été passionnant parce que nous avons quand même débroussaillé un tout petit peu le chemin et nous nous adressons aux autorités pour que demain, quand vous allez mettre en place l'autorité de régulation de ce marché carbone, les spécialistes existent, les avocats qui sont connus existent. Il ne faut pas aller chercher des gens qui n'ont rien du tout fait pour pouvoir être nommés. Cherchons des personnes qui connaissent et ce plateau en a été rempli. Je crois que Maître insiste. C'est quoi votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est ce que vous venez de dire. L'absence de juridiction environnementale et écologique dans notre système juridique est un frein à l'émergence du droit en environnement. Très bien. Si possible, je sais que s'il faut créer ces juridictions, ça peut demander beaucoup de choses, beaucoup de modifications. Il faut nommer des gens qui connaissent, c'est tout. Mais ce qu'il faut, c'est lorsqu'on ne peut pas être en mesure de créer ces juridictions par de nouvelles lois, on peut créer des chambres spécialisées environnementales au niveau des juridictions existantes. Et ça merci maître, merci, parce que c'est votre première participation. J'ai accepté l'indiscipline de la fin. Vous avez repris la parole quand j'étais en train de dire un mot de la fin. Mais j'accepte, tout est bien qui finit bien. J'ai commencé par la Bible, je vais terminer par la Bible. Et je voudrais lire un petit extrait pour pouvoir quand même atténuer les propos permissifs que vous aurez pu croire que j'avais au début dans cette émission en disant que Dieu nous a permis de faire ce que nous voulons. Maintenant, voilà le même Dieu qui dit ceci à la fin. « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur le chagrin et l'âne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Oui, évidemment, nous sommes ici, on nous a demandé d'assujettir, on nous a demandé de maîtriser, mais pour tous les actes, on nous appellera en jugement. Ce n'est pas chez nous, nous ne sommes que des locataires. Je voudrais donc demander à ceux qui ont le plaisir de retrouver encore ces livres, Droit pénal congolais de la conservation de la nature, Maître André Hilaire Kachakisha va être reçu dans le journal de Géopolis pour encore revenir avec une recension sur son ouvrage. J'ai donc été heureux ce soir de recevoir Maître Mathiave. Merci donc d'avoir été là, Maître José Ilunga
et l'auteur qui a eu la part belle dans cette émission. Merci. Je serai donc heureux de vous retrouver la prochaine fois. Pour ce soir, Chemin Critique, c'est terminé. Nous sommes arrivés à l'autre bord et nous avons compris, nous attendons simplement l'autorité des régulations du marché carbone et nommez-y des gens compétents. Au revoir et à la prochaine. Merci.